partait dans tous les sens. Donc il finissait par désigner des tas de choses différentes, donc incohérentes. Alors je me suis demandé, est-ce que c'est caractéristique à la résilience ou est-ce que c'est un phénomène habituel? Et ma réponse, c'est les 2. Je me rappelle qu'à l'époque de Jacques où je travaillais avec Jacques Cosnier à Lyon, on avait fait un différenciateur sémantique, pour le mot «travail» et Galacteros avait eu l'idée, qui est un gynécologue, avait eu l'idée de poser ce mot, la définition de ce mot à des femmes et à un groupe d'hommes. Alors il y avait le mot «travail» et il y avait 5 adjectifs à cocher, pour, travail égale, gloire, argent et cetera. Et puis il avait simplement fait les additions et il avait constaté que, pour le groupe femmes, le mot travail voulait dire libération et pour le groupe hommes, le mot travail voulait dire contrainte. Donc c'est un peu comme le mot secrétaire, la polysémie des mots sont des organismes vivants qui leur donnent des significations différentes. Alors, là, on aurait un concept scientifique, c'est-à-dire qu'il faudrait préciser la définition philosophique, le comment on a fait pour aborder le problème, la méthode, quelle conclusion provisoire, a été résulte de ce travail. On ferait des populations et on ferait ce matin une validation ou une invalidation. Alors, dans ma pratique quotidienne, j'ai eu à affronter très souvent, des problèmes de maltraitance d'enfants. Et l'université de Mons et Jean-Pierre Pourtois, Huguette Desmé, Bruno Humbeck et beaucoup d'autres ont fait de très belles publications sur les enfances fracassées. Et ils ont fait de très belles publications parce qu'ils se sont posés le même problème. Exemple de problème que j'ai eu à affronter dans ma clinique, dans ma pratique quotidienne. Une mère met au monde une petite fille et elle est désemparée, elle est seule et elle met le bébé dans une baignoire pour que le bébé sans eau, pour que le bébé ne se fasse pas mal et puis elle s'en va. Et elle s'en va parce qu'elle est terriblement confuse, désorientée, malheureuse et le bébé survit dans sa baignoire sans relation humaine. On se retrouve exactement dans la situation que j'ai citée avant-hier, des expériences de Harlow, qui mettait des petits macaques dans des tubes en acier, privés de toute information sensorielle, pour voir ce que ça donnait, et on sait que ça a donné une catastrophe développementale, cérébrale, comportementale, biologique, relationnelle, sociale. Alors, on voit qu'avec Courtet, qui est professeur à Montpellier, m'avait invité à refaire un travail sur le suicide des adolescents. Et j'avais repris le travail de John Bowlby et j'avais constaté que les adolescents suicidaires avaient presque tous subi un isolement sensoriel au cours des 1000 premiers jours de leur vie, mais ils n'étaient pas délinquants. Alors qu'on confirmait, on retrouvait les mêmes notions de Bowlby, c'est que les adolescents suicidaires et délinquants avaient, eux, connu un isolement sensoriel prolongé, durable, intense, précoce, au cours des 1000 premiers jours de leur vie. Les adjectifs que je viens de proposer, précoce, intense, durable, sont ceux qu'on trouve dans Nelson et Zina, c'est-à-dire que un même impact n'a pas les mêmes effets selon le stade de développement. Si c'est précoce, ça a un effet intense, durable. Si le même impact arrive plus tard, l'enfant et le système nerveux et peut-être parfois psychologique de l'enfant. C'était en 1982, il n'y avait pas de neuroimagerie, mais le sacrifice des chatons a confirmé que c'est une altération du milieu qui altérait le cerveau. C'est aujourd'hui, depuis 15 ou 20 ans, où la neuroimagerie fait des performances
stupéfiante, passionnante. On voit fonctionner le cerveau et on voit pas ce qu'il pense évidemment, mais on voit comment fonctionne le cerveau, on voit les zones cérébrales qui travaillent pour traiter les informations et on voit les dysfonctions, même parfois pour des tout petits amas de neurones. On voit une tache rouge ou jaune ou bleue apparaître et puis se diffuser. C'est d'une précision stupéfiante et ça pose des problèmes passionnants. Le mot résilience est aussi pertinent près de Saint-Tropez où les fondations, les cabanes, les restaurants étaient tellement près des plages que quand la mer montait, les fondations ravinaient le sol et la plage disparaissait, ce qui, pour Ramatuelle et Saint-Tropez, était une catastrophe économique parce que les maisons s'écroulaient, les restaurants disparaissaient. Donc, il y a eu des travaux organisés par des géographes qui ont dit: «Eh bien, on va raser ces cabanes, à la place, on va mettre des tamaris. Les racines de tamaris se transforment en troncs qui retiennent le sable et quand la mer monte et elle se retire, elle n'emmène pas le sable qui est retenu entre les racines des grosses racines de tamaris». On peut donc parler, les géographes parlent donc de rivage résilient, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de cabanes maçonnées sur les plages de Saint-Tropez et de Ramatuelle, mais il y a des tamaris et il y a toute une végétation, une nouvelle architecture. On peut parler de rivage résilient. Et c'est ce qu'on voit réapparaître aujourd'hui, où, dans un contexte de pathologie sociale, on voit réapparaître des groupes extrêmement violents, légitimant la guerre, provoquant la guerre, parce qu'ils sont complètement coupés de la réalité sensible. C'est ce que je vais appeler, je le reprendrai peut-être tout à l'heure, c'est ce que je vais appeler les délires logiques. Le sujet blessé ne peut dire que ce que les autres sont capables d'entendre. Et cette discordance de deux récits provoque un clivage entre le récit intime et le récit collectif. Et le clivage, c'est une adaptation névrotique à un contexte contraignant. C'est ce qui se passe extrêmement souvent, et là, la résilience est difficile, la résilience est de mauvaise qualité. Donc, au contraire, comme le disait Darwin, le fait de s'occuper de la petite enfance est un facteur de protection. Et quand Fitzroy lui dit: «Mais les Noirs aiment l'esclavage», Darwin est hors de lui et lui dit: «Mais on ne peut pas accepter l'idée de priver de liberté des gens pour gagner un peu d'argent». C'est pourtant ce qui s'est passé avec le développement de l'industrie et ce qui a légitimé en grande partie le marxisme, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes, n'ayant pas d'outils de production, étaient obligés de louer leurs bras, de louer leur corps, pour avoir une paye misérable dans des conditions de travail très difficiles. Et c'est ce que Marx a appelé l'aliénation par le travail. Et le mot aliénation était le bon mot, parce que les gens, les hommes, les femmes, mouraient si ils ne louaient pas leur corps pour travailler 15 heures par jour au fond des mines, ou ce que j'ai connu, mes copines d'enfance, qui rentraient à l'usine à 13 ans, qui travaillaient 10 heures par jour, debout dans le froid, à faire des gestes stéréotypés. Mais par bonheur, il y a dans les groupes auxquels j'ai participé, auxquels Jean-Pierre Pourtois, Huguette Desmet, Hendrix et d'autres Belges ont participé, mais surtout, je cite Michel Lemay, 79, J'ai mal à ma mère, Amy Werner, 1981, Publication des enfants d'Hawaï, Michael Reuter, avec qui j'ai travaillé, et on voit apparaître alors le mot résilience est récupéré de manière idéologique. Et puis surtout, quelque chose que je n'avais pas compris, mais que Nicolas Sajus, inspiré. Alors, Nicolas Sajus vient me voir et me dit: «Je travaille actuellement sur ce que devient Tim Guénard». Je dis son nom parce qu'il a fait de sa tragédie 3 livres. J'en ai préfacé 2. Et Tim Guénard est incroyablement maltraité, battu, fracassé. Il a les 2 jambes cassées par son père qui le jette à la cave.
et par sa mère qu'il abandonne sur une route. Il a donc une enfance d'enfer et il se développe délinquant, violent, rêvant, haineux, rêvant de tuer son père. Mais il découvre une famille religieuse qui lui fait découvrir Dieu, ce dont on a parlé ce matin, et il connaît un moment de résilience. Il reprend un bon développement parce qu'il est sécurisé par sa famille adoptive, sa belle famille.